Quiconque emprunte les routes et chemins de l'Abitibi-Témiscamingue peut apercevoir les nombreux chevalements qui se mêlent à la cime de nos forêts d'épinettes. Ces énormes structures font foi de la grande activité minière ayant cours dans la région depuis près d'une centaine d'années. Ces cathédrales du Nord témoignent du labeur colossal des bâtisseurs, de ceux et celles qui ont travaillé et qui travailleront encore à l'exploitation des richesses du sous-sol abitibien. My name is Robert Bryce, commonly called Bob Bryce in the region. I'm originally from Montreal and Ottawa, but I moved here to the region, the Abitibi region, in 1960, and I've been here ever since. I'm a mining engineer, and I worked briefly in Rouyn-Noranda, and then Chapet, Joutel, and the last 20 years I've been here in Val-d'Or. Mon rôle avec les mines Selby au nord de Joutel était le travail principal, je crois, de ma vie. J'étais engagé en 1975 lorsque les géologues en 1974 ont fait une découverte de cuivre, de zinc, l'or et de l'argent. Et ça a pris jusqu'en 1981 pour compléter l'exploration et faire la construction initiale de la mine. C'était à ce moment-là une mine sous terre. Elle était au bout de la ligne, cette mine-là, dans l'industrie minière au Québec, était le plus au nord à ce moment-là. Et nous avons bâti une équipe qui avait une très bonne harmonie dans le travail. Ils ont fini par opérer 22 ans et ça a été un grand succès. We all lived in camps up there. People lived together. It was like having a second family living in these camps. It was a rewarding experience. We had a great spirit at Selby. We went through tough times when we started up that mine. It was principally a copper mine. The price of copper was 65 cents. This was in 1980. 1980 or 79 when we took the decision was 60 cents. By the time we put the mine in production, it was down to 35 cents. And we didn't have Hydro-Quebec in there. We had only the diesel generators, and that was quite expensive. So the mine was not economic. But we persevered. People satisfied the owners that they were working efficiently, and that it was a good investment. That was extremely satisfying. And again, everybody who was involved in that project was very happy of the experience they have. I meet people in La Sarre and Amos and Val-d'Or today. They stopped me in shopping centers. Hey, it's nice to see that was quite an experience we had there at Selby, and I get a lot of satisfaction out of that. C'est comme élever un enfant. Commencer avec une découverte de minéral, et puis c'est beaucoup d'ouvrage pour le faire maturer et puis d'obtenir la production. Et ensuite travailler avec ceux qui font le succès de ça. Bâtir une mine est un travail difficile qui exige plusieurs étapes étalées sur de nombreux mois. Avant de voir apparaître les chantiers et ses travailleurs, il faut bien préparer le projet, le maîtriser et le faire connaître sous tous ses angles avant la première pelletée de terre. C'est un long chemin qui demande temps et argent. Le prospecteur est donc sur le terrain et bonheur, il vient de découvrir son gisement. Pour lui, le gisement est nécessairement, ce qu'on vient de découvrir, c'est nécessairement plus gros sous terre. Il n'y a pas de défaut, c'est son bébé. Donc, pour passer à l'autre étape, il va être obligé de le transférer aux ingénieurs, les ingénieurs, eux, de leur
de par leur formation, vont être beaucoup plus stricts, vont faire l'analyse de risque et ils vont surtout prendre ce que le géologue aura découvert, le prospecteur aura découvert, sur lequel il aura défini une géométrie puis une teneur, puis dire, à l'intérieur de ce que tu as découvert, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher, puis qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher économiquement. Donc, on commence par faire une étude économique préliminaire pour voir, OK, est-ce que ça a du bon sens? Oui, ça a du potentiel, ça va-tu être assez ouvert, souterrain, quelle ampleur ça va avoir? Donc, il y a une suite comme ça d'études économiques qui vont se faire, l'étude préliminaire, la préfaisabilité, finalement, l'étude de faisabilité avec une étude d'impact environnemental et tout le kit. Donc là, à partir de ce moment-là, on connaît très bien l'ampleur du gisement et l'économique ou non de ce gisement-là. Donc, à partir de ce moment-là, il se prend une décision économique par le conseil d'administration de la compagnie pour dire, OK, on va de l'avant, on met en place le financement, puis on part à la construction du projet. Il faut construire les infrastructures pour être capable d'accéder aux minerais, mais il faut également les infrastructures pour aller sur le site, les infrastructures pour pouvoir traiter ce minerai-là et tous les services qui y sont associés. Donc, tous les éléments de développement comme tel au niveau de la mine, il y a un élément de fonçage de puits. On développe la mine sous terre pour réussir à faire des baies de forage pour forer en profondeur, si c'est une mine souterraine, bien sûr. Donc, forage de définition pour définir exactement le gisement. Donc, beaucoup de développement pour y arriver. On construit des garages. On en construit à la surface. On construit des garages souterrains. Des baies de forage, des baies à pétrole, ainsi de suite. Des salles à manger pour les gens. Salle électrique. Donc, beaucoup de thinking, des parkings, en fait, pour les machines. On ne peut pas tout se parquer à la même place. Il faut penser à tout ça. Donc, le thinking de sous-terre est énorme. Puis, le forage géotechnique fait en sorte qu'il y a des places qu'on ne peut pas nécessairement aller. Donc, sur le design comme tel, ça en fait partie. Donc, le forage géotechnique va influencer toute la construction, le développement sous terre. Donc, à partir de ce moment-là, on prend pour acquis que toute l'étape de licence sociale, de permitting a été faite, les études d'impact, l'acceptation au niveau des permis. Donc, on prend ça pour acquis. À ce moment-là, là démarre toute l'étape d'ingénierie de détail, les appels d'offres pour la construction, la mise en place du projet. Je vous dirais qu'à peu près tous les aspects d'une construction au niveau minier, il y a des normes, puis ces normes-là sont déjà établies dans les permis. Donc, tous les entrepreneurs, quand ils sont à la phase de construction, le respect des normes est garanti par le fait qu'ils ont obtenu leur permis. C'est sûr qu'il y a une réglementation environnementale qui est en place, donc tout le monde s'engage à respecter les normes environnementales qui sont dictées par le gouvernement provincial et par le fédéral. Donc, il y a deux juridictions, ils ont chacune leur réglementation, leurs paramètres à suivre. Donc, ça, c'est en parallèle, donc il faut suivre puis ça, c'est quand on fait des demandes de permis, on s'engage à respecter toutes ces normes-là. Il y a peut-être ce qu'on a vu apparaître depuis quelques années, c'est quelque chose de différent. Pour les nouveaux chargés de projet aujourd'hui, ils doivent quitter l'environnement immédiat de leur projet pour pouvoir discuter et échanger avec les communautés d'accueil. Et s'ils sont dans des milieux qui sont environnementalement plus sensibles, mais ils devront avoir cette sensibilité environnementale également qu'on leur demande aujourd'hui, puis qu'on ne leur demandait pas nécessairement il y a peut-être 10, 15, 20 ans. On l'a vu en région, il y a eu une évolution, puis il y a toujours des mines modèles. Dans le temps, on a eu Selby qui était une mine modèle, on a eu la mine Kina qui était une mine modèle pendant plusieurs années. Après ça, on a eu Ressources qui était une mine modèle. Maintenant, on a Goldex. Donc, on voit l'évolution des opérations, puis comment que les gens ont su s'adapter ou s'inspirer des bonnes pratiques des autres opérations. Mais il ne faut pas oublier une chose particulière dans l'industrie. Jusque-là, ça ressemble à beaucoup d'autres industries. On a un projet, on le finance, on le construit. Ici, la journée qu'on commence à exploiter la mine, c'est une ressource non renouvelable. Donc, la journée 1, c'est déjà le plan de fermeture. On est déjà en train de penser à la fermeture.
Alors que le projet est évalué, calculé et débattu, le gisement lui-même et la géologie dictent aussi la façon dont l'exploitation sera effectuée. En fait, il n'y a pas de recette pour exploiter une mine. Une fois que le géologue aura découvert sa mine, puis qu'il en aura défini une géométrie, ça sera à l'ingénieur de définir quelle est la façon la plus économique d'aller le chercher. De façon classique, je vous dirais que si le gisement est près de la surface, il touche à la surface, la façon la plus rapide va être d'y aller par la surface, soit par une fosse. S'il est plus en profondeur, généralement, on va y accéder avec un puits, avec un chevalement, comme on est habitué de les appeler ici, avec un chevalement ou un shaft de mine, comme on dit, ou avec une rampe. Et parfois, on combine un peu les deux, comme peut-être la mine d'Oyon, qu'on a commencé au début près de la surface avec la fosse, et lorsqu'on a eu, la compagnie a eu suffisamment d'argent, mais là, a pu foncer le puits, puis continuer l'exploitation en profondeur. Tu sais que ça te prend un puits pour y avoir accès ou une rampe, mais tu as une portion en surface qui est facilement et rapidement exploitable, donc ça te permet d'accélérer les entrées de fonds pour pour rembourser ton investissement. Donc, il y a toujours une stratégie économique dans ce processus-là. Puis d'autres fois, c'est des contraintes. Des fois, tu peux faire une fosse d'une certaine dimension. Après ça, tu es contraint par une route, un lac, une ligne électrique, un village. Il peut y avoir des choses qui te contraignent par rapport à la dimension de ta fosse. Puis tu dis, OK, bon, ça, donc on arrête à cette profondeur-là. Le reste, si c'est économique, on le continue sous terre. Donc, c'est un mélange de plusieurs aspects, de contraintes physiques et de configuration du gisement. La teneur peut jouer, comme Canadian Malartic, c'est un bon exemple. Le contour de fosse à ciel ouvert qu'on exploite actuellement, il y a des anciennes mines souterraines qui ont exploité à l'intérieur de cette fosse-là. Eux sont allés vraiment chercher des plus hautes teneurs. Ils ont été plus sélectifs dans le gisement, donc ils sont allés chercher des espaces avec des plus hautes teneurs, puis ils se sont limités à ces teneurs-là. Nous, on revient par la suite avec une mine à ciel ouvert. On va chercher tout ce qu'ils ont laissé autour, qui est à plus faible teneur aussi. Fait que la teneur peut jouer. Puis c'est toute l'économique après. Comme Canadian Malartic encore, on exploite de gros volumes à faible teneur. Donc pour que ça soit économique, il faut vraiment avoir un volume important à usiner à chaque jour pour sortir assez de revenus pour couvrir les dépenses que ce genre d'entreprise-là amène. Construire une mine demande énormément de ressources, de gens et d'expertise. Les bâtisseurs de mines viennent de tous les horizons et possèdent des compétences complémentaires. Les entreprises impliquées deviennent des partenaires afin de mener à bien le projet. Donc, pour un contrat bien déterminé, on bâtit le chevalement, ou on bâtit les garages. Après ça, c'est sûr que l'ingénierie comme telle est souvent faite par justement des firmes à l'externe. Une fois ça c'est fait, mais là, on rentre comme tel avec nos gens pour continuer à finaliser tout ça. L'entretien, par exemple, va se faire après avec nos gens. Mais après ma barre, on travaille bien fort pour justement engager des gens locaux qui font partie de la région. On le sait qu'économiquement parlant, on a besoin de ça aussi. Il y a une grande place pour les entrepreneurs au niveau collaboration dans le départ d'une mine. Parce que c'est notre mandat. Notre mandat, c'est vraiment de préparer les mines à la production. Cemex Tyson fait des développements de puits, de rampes, donc on prépare vraiment les mines pour la production. Donc, on est là à partir de la première journée, aller jusqu'à la production. On fait partie de l'équipe. On est des bâtisseurs de mines, mais on fait partie d'une équipe. Tu sais, ça prend tous les bons ingrédients dans la recette pour le succès. C'est un partenariat entre le client, la firme d'ingénierie puis les entrepreneurs. Puis c'est pas un contre l'autre, c'est un avec l'autre. Puis d'essayer de travailler pour trouver des solutions, pour faire avancer les travaux le plus rapidement possible pour pouvoir mettre la mine en production. Fait que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, santé, sécurité, toujours bien important. Fait que c'est d'avoir des discussions. Puis entre le plan initial, puis la manière que ça se passe, des fois ça change. Il faut s'ajuster, puis il faut se parler, puis le client est là pour nous aider, les firmes d'ingénierie aussi. Fait que nous autres, on va travailler avec nos équipes, nos équipements, les clients ingénierie, les constructeurs, puis les partenaires. On est des partenaires, on a besoin que le matériel arrive à temps. La
plupart des mines qui sont développées, c'est des gens locaux qui les développent. Puis ça, on a des partenariats long terme avec des firmes. Puis ça, on est bien fiers de ça. Puis ça se développe. Souvent, c'est des petites firmes qui deviennent un peu plus grosses, mais plus ça va, plus qu'ils prennent de projets, prennent de l'expertise. Ensuite de ça, ça sort. Ces gens-là, aujourd'hui, qu'on a participé ensemble à développer des mines en Abitibi, aujourd'hui, ben, il y en a qui vont en Afrique, en Amérique du Sud, avec l'expertise qu'on a développée en Abitibi-Témiscamingue. C'est extraordinaire. À travers les nombreux projets, l'expertise régionale se peaufine et se spécialise. Et avec ceux qui se dessinent dans des régions de plus en plus nordiques, la logistique et les nouvelles techniques seront de plus en plus au cœur des défis qui attendent les entreprises de la filière minérale. Bien, des grandes particularités au niveau de la logistique, c'est certain que c'est la première chose, c'est la localisation du site. C'est ça qui fait la grosse différence. En premier, ça a beaucoup d'impact au niveau de l'économique. Donc, si on parle d'un projet qui est sur le long de la 117, bon, au niveau énergie, c'est réglé, au niveau accès, c'est réglé, pas besoin de campement. Donc, on vient de donner une chance au projet parce que là, on vient de diminuer de beaucoup l'impact économique ou les frais que ça encourait d'avoir un site un peu plus éloigné. Dans un contexte où le site est plus loin, comme, mettons, on parle du projet Léonard, donc là, on parle d'une autre logistique. C'est toujours, est-ce qu'il y a une route? Quelle façon que l'énergie va être fournie sur le site? Est-ce qu'il faut héberger les travailleurs? Donc ça, c'est un fardeau additionnel aux différents projets. Si on va encore plus dans le nord, on prend l'exemple de Raglan ou Nunavik, on prend l'exemple des opérations d'Agnico Eagle ou Nunavut. Là, c'est un autre monde, c'est encore un autre coche parce que là, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de ligne électrique. Donc, les gens sont obligés de générer leur propre électricité. Si on prend l'exemple du Nunavut, il y a une fenêtre d'à peu près 12 semaines par année où tu as un accès à la mer, où que tu peux rentrer tout le carburant, les explosifs, toutes tes fournitures à peu de frais. Parce qu'après ça, une fois que ta fenêtre est fermée, chaque petit morceau, tu le rentres en avion. Donc, c'est d'où vient l'idée d'être innovant. On prend l'exemple du projet Stornoway. Eux autres, au niveau de l'économie, autant au niveau du capital qu'au niveau des coûts d'opération, eux autres, ils vont avec du gaz naturel liquéfié au niveau de la génération électrique. Donc, c'est une nouvelle technologie qui est différente des génératrices typiques là, au diesel, comme on voit dans toutes les communautés du Nord ou dans les projets miniers du Nord. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle génération de technologies qui commence. Raglan puis un autre mine aussi dans le Nord ou dans le territoire du Nord-Ouest qui vont avec l'éolien. Ils ont installé une grosse éolienne, autant au niveau expérimental qu'au niveau capacité. Donc, c'est une 4 MW, c'est quand même imposant. Probablement que le site, ça en prendrait 10 pour fournir ce que ça a besoin, mais au moins, c'est un départ pour voir est-ce que cette technologie-là fonctionne dans un milieu arctique. Donc, c'est une belle vitrine technologique pour amener une nouvelle source d'énergie. Donc, c'est toujours l'éloignement ou la position du site qui va générer des initiatives pour l'économie de coût. L'innovation n'est pas nécessairement un nouveau produit. Ton efficacité vient de l'organisation et de la planification. Ça a un aussi gros impact sur ton économique qu'une innovation comme telle. Imaginez-vous lors du démarrage de la mine Casa Berardi. On parle d'un gisement de 3 millions d'onces. Donc, au chiffre d'aujourd'hui, on parle de 3 milliards de dollars avec une petite entreprise junior. À l'époque, c'était immense, aller chercher 100 millions de dollars. Donc, il fallait montrer nos cartes de noblesse. Il fallait montrer que ce qu'on dit, on est capable de le faire. Le problème qu'on vivait, c'est que dans le secteur de Casa Berardi, on parle d'environ 40 mètres d'épais de marécage au-dessus du roc. Il faut foncer un chevalement. Il va donc falloir ancrer quelque chose dans 40 mètres de matériel marécageux par une entreprise junior d'exploration. On ne réussira jamais. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de s'associer avec une entreprise de l'Ouest canadien ce qu'ils nous ont proposé de faire, c'est de geler le sol
Et une fois que le sol serait gelé, ça se deviendrait comme du roc. Et on pourrait donc utiliser des techniques conventionnelles et se rendre jusqu'au roc, cimenter le tout, faire notre collet, puis après ça, construire le chevalement. Quelle idée folle! On l'a fait, ce qui nous a donné, je dirais pas la carte de noblesse, mais suffisamment sur les marchés financiers pour créer le doute raisonnable que ce qu'Horizon dit, ils sont capables de le faire. C'était une très, très belle collaboration entre une entreprise privée qui voulait venir s'installer au Québec, et donc c'était gagnant-gagnant pour eux, et nous qui avions besoin de leur expertise pour démontrer notre capacité à gérer le projet. Arrive une deuxième étape assez intéressante où on est, pendant toute la période de construction, à travailler avec des entrepreneurs. Et ça, c'est une formule qui a très, très bien fonctionné, parce que pendant toute la période de construction, on a eu la chance d'arriver directement sur les budgets et la cédule. Arrive le moment donné où il faut rentrer en production. On est dans le secteur de la Sarre. Le secteur de la Sarre, c'est un secteur d'environ 20 000 habitants. Une entreprise comme Casa Berardi a un gros impact. Donc, pendant que l'entreprise va rouler, va être en opération, ça va avoir un impact sur la communauté. Lorsque l'entreprise va mourir, la communauté pourrait en mourir, ou en souffrir. Ce qu'on propose donc, c'est de dire, au lieu d'avoir tous nos employés, développez votre expertise dans 7 champs spécifiques d'expérience, et vous allez venir travailler chez nous. Et à partir de ça, vous pourrez vous bâtir votre expérience, votre expertise. Votre avenir, votre destinée est entre vos mains. Donc, je crois que c'était une belle relation entre une entreprise qui était chercher une expertise et qui réussit à développer l'expertise locale de sa communauté comme plus-value. L'évolution de l'industrie minière au cours des époques s'est réalisée à plusieurs niveaux. Les valeurs et les façons de faire ont évolué, et c'est souvent ceux qui dirigent les mines qui sont au cœur de ce changement. Les dirigeants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que par le passé, puisque leur vision, leurs préoccupations et leur philosophie ont largement évolué. Aujourd'hui, un directeur de mine, c'est sûr qu'on a une business à gérer. Mais quand tu sens que les gens veulent, puis ils arrivent avec des idées, puis qu'ils sont vraiment impliqués dans l'histoire, ça fait toute la différence. Pour moi, aujourd'hui, je peux dire, sans équipe, ben, je suis pas ici. C'est l'équipe de travail qui m'amène ici. Puis ça, ben, c'est une très grande fierté que j'ai comme dirigeant aujourd'hui. De bâtir des équipes, comme je l'ai dit un peu tantôt, ça fait partie de mon quotidien. Pour aujourd'hui, c'est un des aspects de mon travail que j'aime le plus. Mettre des gens ensemble puis trouver des solutions pour y arriver, pour faire une équipe solide, pour passer à travers tous les temps économiques difficiles qu'on vit actuellement. Ben, en fait, à l'époque, là, vous avez raison, la plupart des mines étaient gérées par des gens qui venaient à l'extérieur de la région. Aujourd'hui, mais comme je disais, on a l'expertise maintenant développée pour justement partir la mine de A à Z puis la diriger au bout de la ligne. C'est des gens, la plupart, c'est des gens locaux. Moi, par exemple, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je dirige Westwood. Le corporatif comme tel, mes patrons, la haute direction, c'est des gens de Toronto. Donc, c'est sûr que Toronto est la place d'affaires, d'où beaucoup de financement provient de là. Mais aujourd'hui, généralement, la plupart des mines sont dirigées par des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis ce qui en fait la beauté, c'est que justement, les personnes qui sont de l'Abitibi, qui dirigent les mines, ont des connexions dans la région, connaissent les gens, connaissent le marché, connaissent ce qu'on a de besoin, ont des liens avec la Chambre de commerce, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment
vraiment de quoi qui est bien intéressant aux alentours des minières qui sont en production actuellement puis qui vont devenir des producteurs. Parce qu'on génère, oui, on génère des travaux faits par les gens ici, mais on investit dans la communauté. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a le développement de l'individu comme tel. Les gens progressent à travers une entreprise. C'est pas juste le métier de mineur dans une mine. Il y a des comptables, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, il y a des géologues, il y a des ingénieurs mécaniques. Il y a de tout, en fait, dans une mine. Il y a beaucoup de versatilité, donc les gens peuvent progresser à l'intérieur de l'organisation. Puis ça, c'est le fun. Puis les départements, il y a une synergie qui se bâtit. Aujourd'hui, on est des collègues. Là. Donc, quand je fais une réunion, je parle à mes collègues. Là. Je parle pas à mes travailleurs. Puis c'est mes collègues, les gars. Faut se parler, les gars, les filles. Faut s'asseoir puis trouver des solutions. Puis oui, effectivement, je vais faire mon épicerie, je vais au Canadien Tire comme tout le monde. Puis à l'époque, oui, c'était différent. Il y a 40 ans, il y avait vraiment, comme tu dis, c'était pas... il n'y avait pas des mêmes groupes, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Puis souvent, les dirigeants ont passé par certaines étapes de travail comme tel. Dans mon cas, j'ai été mineur, moi aussi. Donc, je comprends exactement ce que les gens vivent. Puis c'est ça la beauté de la chose. Quelqu'un qui va m'expliquer aujourd'hui, Sylvain, j'ai vraiment un problème sous terre pour telle ou telle raison, bien, je suis capable de comprendre. Je suis capable de me mettre dans ses bottes, puis d'aider à trouver des solutions, puis de ne pas dire, ben là, regarde, moi, je regarde juste les chiffres, puis là, ça marche pas. Non. Il y a des étapes, puis les gens voient ça aussi d'un bon œil aujourd'hui. On travaille bien fort pour essayer de un peu pas casser le mythe de syndiqué cadre, mais tranquillement rapprocher les groupes à travailler ensemble pour réussir, parce qu'on a le même but, c'est de faire progresser l'entreprise puis l'individu. Fait qu'on peut plus aujourd'hui travailler vraiment séparés. Pour la pérennité, pour l'ensemble de toutes ces raisons-là, c'est important de travailler ensemble.